jour. Les relations au travail, c'est parfois compliqué, hein. Surtout quand on fait face à des personnalités, disons, difficiles. Hmm. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre les comportements narcissiques en milieu professionnel. On s'est penché sur pas mal de choses, des articles de recherche, des témoignages en ligne, des études de cas. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu ces dynamiques et de voir comment on peut y faire face. Alors oui, c'est un sujet assez complexe parce que ça se manifeste de plein de façons différentes. J'imagine. On trouve des termes comme culte du moi, parfois même pervers narcissique dans certaines sources. Mais bon, nous, notre objectif ici, c'est surtout de synthétiser ce qui ressort de tout ça pour voir les mécanismes et comment on peut naviguer là-dedans. D'accord. Alors, pour commencer, comment on fait pour les identifier, ces comportements? On lit souvent besoin d'admiration, manque d'empathie. Qu'est-ce qui ressort vraiment des analyses? Ce qui est frappant, c'est souvent un contraste. D'un côté, il y a cette façade, une image de supériorité, un besoin quasi constant d'être admiré, parfois même à exagérer ses propres réussites. Mhm. Plusieurs études parlent de ce culte du moi, oui. Mais derrière, ce qui est souvent décrit, c'est une estime de soi en fait assez basse, une grande fragilité. Ah d'accord, c'est paradoxal. Tout à fait. Et ce décalage, ça explique en partie le manque d'empathie. C'est difficile de se connecter aux autres quand on est autant centré sur soi ou sur ses propres failles. Et puis, face à la critique ou même juste à une perte de contrôle, Là, ça réagit fort. exactement, la réaction peut être très vive, agressive même. Et cette façade dont vous parliez, elle peut être attirante au début, non? Ah oui, absolument. Le charme peut être bien réel au départ, mais il peut aussi cacher une tendance à manipuler, à exploiter une fois que la confiance est là. D'accord. Et on voit ça dans des témoignages, sur des forums par exemple. Des tactiques de communication qui sont assez toxiques. Comme quoi, par exemple? On parle de gaslighting, vous savez, cette façon de faire douter l'autre de sa propre réalité. Oui, c'est terrible ça. Ou alors le darvo, déni, attaque et renversement des rôles victime-offenseur. En gros, c'est une communication qui vise à déstabiliser, à garder le dessus. C'est ouais, c'est assez glaçant comme tableau. Et l'impact concret sur l'équipe, sur l'environnement de travail, ça donne quoi? Les conséquences, elles sont souvent lourdes, et sur plusieurs plans. Pour les collègues directs, on parle d'un coût psychologique important, du stress, de l'anxiété, une perte de confiance en soi. Hmm. Le climat général s'en ressent forcément, ça se dégrade, les conflits peuvent augmenter. Et puis, ça va plus loin. C'est-à-dire? On voit dans certaines études de cas un contrôle qui devient excessif, tatillon. Ça peut complètement paralyser une équipe. Sans parler des jeux de pouvoir qui peuvent freiner les projets, l'innovation. Donc ça touche aussi la performance. Directement. On observe souvent une baisse de productivité, plus d'absentéisme et aussi un turnover qui augmente. Les gens finissent par partir. Face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle stratégie on peut mettre en place? J'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle. Non, effectivement, pas de recette magique. Mais il y a quand même un éventail d'approches qui ressortent. La base, vraiment la base qu'on retrouve souvent, c'est poser des limites claires et s'y tenir. Se protéger en quelque sorte. C'est ça. Et puis documenter. Noter les faits, les échanges, de manière précise, c'est crucial. Pas pour chercher la confrontation, mais pour avoir une trace objective. D'accord. Et chercher de l'aide. Fondamental, oui. Que ce soit auprès de collègues de confiance, des RH si c'est possible, ou même de professionnels à l'extérieur. On ne peut pas gérer ça seul. Ça, c'est pour le quotidien, pour tenir bon. Est-ce qu'il y a des approches un peu différentes qui vont plus loin? Oui, il y a des pistes intéressantes. Par exemple, une idée, c'est d'essayer, si le contexte le permet un minimum, d'aider la personne à construire son estime d'elle-même sur des choses concrètes, des réussites réelles. Une autre approche, c'est la vision systémique. Regarder la relation dans son ensemble, les dynamiques en jeu, et voir si on peut y introduire un peu de bienveillance, même si c'est dur. Comprendre aussi les jeux de pouvoir. Exactement. Savoir distinguer quand on essaye de persuader l'autre et quand on utilise l'autorité pour contrôler, ça aide à décrypter ce qui se passe. Et puis, il y a aussi l'idée de promouvoir un leadership différent. Le leader positif. Oui, voilà. Un management plus centré sur le bien-être, sur les besoins fondamentaux, comme l'autonomie, la compétence. Ça peut créer un environnement moins propice à ces dérives. Mais bon, il faut être réaliste parfois. La situation est juste intenable, non? Absolument.
Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Dans certains cas, malgré tous les efforts, la meilleure solution pour se préserver, c'est de partir. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. D'accord. Donc, pour résumer, d'abord, reconnaître les signes, ensuite, mesurer l'impact réel sur soi, sur l'équipe, et après, explorer les options. Se protéger au quotidien, tenter des approches relationnelles plus fines, s'inspirer d'autres modèles, ou envisager de changer d'air. C'est une bonne synthèse, oui. C'est complexe. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route, une réflexion qui vient notamment de certaines analyses, Oui. que ces personnalités mêlent à la fois la manipulation et une vraie fragilité intérieure. Mhm. Alors on peut se demander euh, dans quelle mesure l'environnement de travail lui-même joue un rôle. Est-ce qu'il peut, sans le vouloir, exacerber les côtés négatifs ou est-ce qu'au contraire, il pourrait y avoir des moyens, même minces, pour moduler ça, pour ouvrir une petite voie vers une amélioration? C'est une question profonde C'est une question ouverte, oui. qui mérite réflexion. Quand le manager toxique sort de l'ombre. Et ça nous mène directement à la question centrale. Que deviennent ces managers spécifiquement une fois que l'équipe prend conscience de leur comportement? C'est vraiment ça qu'on va creuser. Oui, et c'est une question fondamentale, vraiment, parce que ça marque un tournant. C'est le moment précis où, disons, le malaise diffus dans une équipe, où le non-dit se cristallise. Ça devient une prise de conscience collective. Hmm. La toxicité, elle n'est plus juste subie comme ça, individuellement, non. Elle est nommée, identifiée par le groupe. Exactement. Du coup, l'idée ici, c'est pas tant de refaire la définition de la toxicité managériale, ça on le sait, c'est plutôt de se focaliser sur le sort de la personne du manager une fois qu'il est exposé. Cette sortie de l'ombre, qu'est-ce que ça veut dire pour lui ou pour elle concrètement? Et c'est ça qui est pertinent dans l'approche de la source. Ça déplace un peu le projecteur, en fait. On dépasse le simple constat du problème «il y a un manager toxique» pour aller regarder les conséquences, pour le manager lui-même, sur le plan personnel, professionnel. Ah oui, ce n'est plus seulement l'impact sur l'équipe qui est central, même s'il l'est, bien sûr, mais c'est qu'advient-il de celui ou celle qui est à l'origine de ça une fois les projecteurs braqués? C'est une perspective intéressante, oui, parce que ça soulève d'autres questions derrière. La responsabilité, est-ce qu'il y a une possibilité de changement pour cette personne? Ou alors comment l'organisation gère ça? Est-ce qu'on sort la personne? Est-ce qu'on la maintient? Absolument. Et la dynamique, elle change radicalement à partir du moment où le comportement est reconnu, ouvertement. On peut imaginer l'isolement possible du manager, les réactions de la hiérarchie aussi, la manière dont les relations dans l'équipe vont se reconfigurer. Tout ça découle de cette prise de conscience. Donc si on résume un peu l'angle qu'on explore là, la source nous invite vraiment à regarder les suites très spécifiques pour un manager dont la toxicité est mise au jour par son équipe. Qu'est-ce qui se passe pour lui, pour elle, après ce moment un peu critique, cette sortie de l'ombre? C'est exactement ça. L'accent est mis sur le parcours de cet individu une fois que le collectif a, en quelque sorte, acté et nommé son influence négative. C'est vraiment une focalisation sur les conséquences directes pour la personne qui est identifiée comme étant le problème. Et bon, ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion qui va un peu au-delà du sort individuel du manager, non? Hmm. Quelle onde de choc, finalement, cette révélation, cette sortie de l'ombre provoque plus largement? Comment est-ce que la dynamique de l'équipe elle-même va évoluer après avoir vécu ça? Et puis, à une échelle encore plus grande, qu'est-ce que ça dit sur la culture de l'entreprise, sur ses valeurs, sa capacité à gérer ce genre de situation?